Donc juste pour, je ne sais pas si on voit bien, mais on devrait voir mieux. Ici, on a en quelque sorte une tête humaine. Donc c'est juste pour reprendre l'histoire naturelle de ce qu'est le méningocoque. Le méningocoque, c'est un cocci à gram négatif, donc peu importe pour la nomenclature, mais il y a une chose intéressante à savoir, c'est que c'est une bactérie qu'on ne trouve que chez l'homme. Et on ne la trouve que chez l'homme, et on la trouve que dans un endroit, théoriquement chez l'homme, c'est le nasopharynx de l'homme. En fait, c'est une bactérie, la seule chose qu'elle veut, c'est vivre dans la gorge de l'être humain, rester dans la gorge de l'être humain et passer de personne à personne par contact direct. C'est-à-dire qu'on se transmet la bactérie par ce qu'on appelle des petits aérosols, mais vous ne trouverez jamais cette bactérie, le méningocoque, sur un milieu extérieur, dans notre environnement, où on ne l'a même jamais trouvée chez un animal. J'ai l'impression que ça résonne beaucoup. On ne l'a même jamais trouvée chez un animal. Donc, et de temps en temps, et si on regarde le pourcentage de personnes qui ont du méningocoque dans la gorge, ce pourcentage est quand même loin d'être négligeable, puisque très globalement, on estime qu'entre 5 et 15% d'une population donnée va porter du méningocoque dans la gorge. Et si on regarde des populations qui vivent ensemble dans une proximité importante, comme par exemple les armées en campagne ou même les armées dans leurs casernes, ça atteint 45 à 50% des gens vont porter Neisseria meningitidis dans leur gorge. Et pourtant, de temps en temps, cette bactérie qui donc est par définition un commensal du nasopharynx de l'homme, commensal veut dire partager, manger à la même table, d'un commensal du nasopharynx de l'homme, de temps en temps, cette bactérie va quitter le nasopharynx de l'homme et va passer dans le sang circulant, où là, elle va pouvoir donner, ce qu'a dit Philippe, une des maladies les plus terribles que l'on connaisse en maladies infectieuses, puisque c'est une des dernières maladies infectieuses qui va être capable de tuer un adolescent ou un jeune enfant en quelques heures. C'est un enfant qui va rentrer de l'école, qui va se plaindre de maux de ventre, il va avoir des petits boutons, la maman va dire bah, « t'as de la fièvre, c'est pas très grave », et puis dans la nuit, il va développer un choc septique qui va devenir rapidement irréversible, et s'il n'a pas reçu des traitements avant de développer le choc septique, eh bien, il va en général mourir, et quand il reçoit des traitements avant d'avoir le choc septique, eh bien, souvent, il en sort avec des séquelles, je vous donnerai les pourcentages tout à l'heure. Et vous avez ces lésions très importantes purpuriques qui font qu'une des complications de cette maladie, c'est la gangrène, et on est obligé de sectionner des jambes, sectionner des mains, sectionner des doigts. C'est une maladie absolument épouvantable, même quand on peut en rescaper. Mais la plupart du temps, enfin je devrais dire 2 fois sur 3, la bactérie, lorsqu'elle va être dans le sang, va totalement passer inaperçue. Et là, elle va interagir avec l'endothélium cérébral pour franchir, on reviendra là-dessus, pour franchir la barrière hémato-encéphalique, donc, et donner cette inflammation de l'espace sous-arachnoïdien qui est responsable de la méningite. Alors, lorsque je parle du méningocoque à un auditoire en général, ou toujours quand j'en parle aux étudiants en médecine, je leur présente cette comparaison. Cette comparaison, parce que j'aime bien la présenter, parce que ça permet de mieux comprendre ce qu'on cherche, en quelque sorte. C'est la comparaison entre 2 pathogènes strictement humains. Le méningocoque, qui est donc responsable de la méningite cérébrospinale, et Mycobacterium tuberculosis, qui est donc l'agent de la tuberculose, qui est responsable du BK. Le BK, pareil, comme le méningocoque, n'existe que chez l'homme et est transmis de personne à personne. Eh bien, si on compare la relation que l'homme peut avoir avec Mycobacterium tuberculosis, il y a globalement 2 types de relations. La première, qui est, il va donner une maladie, et puis lorsque la maladie va être atteinte, en général on a une maladie du poumon, ou du moins l'ultime, ça va être une maladie du poumon, eh bien dans ce cas-là, la maladie va se traduire par des cavernes tuberculeuses à un moment ou à un autre, le malade va cracher du BK dans l'atmosphère, et en crachant du BK dans l'atmosphère va aller contaminer de nouvelles personnes, dans lequel le cycle pourra se reproduire. Donc en quelque sorte, dans ce cas-là, la maladie s'accompagne de la dissémination de la bactérie dans le milieu, de la dissémination de la bactérie. D'accord ? Donc la maladie est productive pour le Mycobacterium tuberculosis, même si au long cours, après des mois d'évolution, eh bien quelque part, le malade va mourir, mais pendant des mois, la bactérie aura eu la possibilité de se disséminer dans l'environnement. Il n'y a qu'à prendre la littérature du XIXe siècle qui est riche de ces femmes qui ont la phtisie. Et puis, de l'autre côté, la deuxième type de relation est une relation de latence. Dans ce cas-là, ce qui se passe, c'est que la bactérie, quelque part, va rester dans un coin, peut-être sera réactivée un jour, mais va rester cachée dans un macrophage au sein d'un ganglion. Et ce qui va se passer dans ces cas-là, c'est qu'il n'y aura pas de maladie. Il n'y aura pas de maladie, mais il n'y aura pas de dissémination.
Tout ça pour dire que dans le cas du BK, dans le cas de Mycobacterium tuberculosis, eh bien, l'ensemble, le seul but que Mycobacterium tuberculosis a lorsqu'il rencontre un être humain, c'est de donner la maladie, parce que s'il ne donne pas la maladie, il ne dissémine pas, donc lui, il meurt. Neisseria meningitidis, c'est exactement l'inverse. C'est exactement l'inverse, parce que Neisseria meningitidis, lorsqu'il donne une maladie, lorsqu'il va passer dans le sang circulant et donner une maladie, soit sous forme d'un purpura fulminans, soit sous forme d'une méningite, ce qui va se passer, c'est qu'il n'y aura pas de dissémination de la bactérie. Pourquoi ? Parce que soit le malade va mourir, le seul hôte de la bactérie, soit le malade va prendre des antibiotiques et va tuer la bactérie. Donc, dans les deux cas, c'est un échec pour la bactérie. Donc, dans ces cas-là, la maladie n'est pas du tout productive, n'est pas du tout quelque chose que la bactérie doit souhaiter. En revanche, la seule chose qui permet à la bactérie de disséminer, c'est d'établir une relation de commensalisme sans jamais donner de maladie. Et dans ce cas-là, il n'y aura pas de maladie, mais il y aura dissémination de la bactérie. Et si je me permets de vous dire ça, c'est simplement pour vous dire que dans le cadre de l'évolution, ce que l'évolution a sélectionné au cours des millénaires, c'est les voies marquées en jaune. Dans ce cas-là, c'est la voie qui permet la dissémination de la bactérie. Dans ce cas-là, c'est la voie qui permet la dissémination de la bactérie. Ce qui veut dire, en d'autres termes, que l'ensemble du génome de Mycobacterium tuberculosis, l'ensemble du génome de l'agent de la tuberculose, a été sélectionné pour donner une maladie. Ce qui veut dire que la maladie est inscrite dans le génome de la bactérie. Alors que dans le cas de Neisseria meningitidis, ce qui est inscrit dans le génome de la bactérie, c'est le commensalisme. Et ce qu'on essaye de comprendre en comprenant la maladie, on essaie de comprendre un accident de la nature. Et c'est beaucoup plus dur parce que l'évolution n'a pas sélectionné cet accident. Les gènes que la bactérie développe pour donner la maladie sont des gènes qui, en fait, lui servent à établir le commensalisme. Et si vous voulez, à un moment ou à un autre, on peut faire un parallélisme entre les gènes qui lui permettent de coloniser le nasopharynx et ceux qui lui permettent de traverser la barrière hémato-encéphalique, et entre les gènes qui lui permettent de passer de personne à personne et ceux qui lui permettent de disséminer dans le sang circulant. On peut faire un parallélisme entre les deux, mais il faut bien voir que cette voie blanche est un accident de la nature qu'on essaye de comprendre. Donc, juste pour reprendre les causes de cet accident, donc ici, c'est la relation habituelle du méningocoque avec son hôte, son seul hôte connu qui est l'homme, et de temps en temps va se produire une flèche tout à fait mince, qui est quand même rare. On reviendra, je vous donnerai des chiffres tout à l'heure, sur la possibilité d'un passage dans le sang avec septicémie et d'un franchissement de la barrière hémato-encéphalique. Bien sûr, je veux dire, il y a des causes, on aimerait bien comprendre pourquoi est-ce qu'on passe de cet état-là à cet état-là de temps en temps. On aimerait bien le savoir. Il y a trois types de causes. Premièrement, des causes environnementales, et ça a été très bien montré par Jean-Michel Alonso, qui a montré que si vous faites la grippe, dans les 8 jours qui suivent, vous avez plus de chances de faire une infection à méningocoque. Le pic d'infection méningococcique dans l'année est décalé exactement de 8 jours par rapport au pic épidémique de grippe. Donc c'est maintenant, si vous voulez, dans la saison. Deuxièmement, il y a des facteurs liés à l'hôte. Et il y a manifestement beaucoup plus de facteurs liés à l'hôte qu'on en a actuellement identifiés. Alors, des facteurs qui sont extrêmement classiques, tels que des déficits dans des fractions terminales du complément. Il est classique chez les patients qui font des méningococcémies d'aller leur doser le complément pour voir s'ils ont un complément correct. De même, pour les mêmes raisons, des déficits en maltose binding protein qui permettent d'éliminer la bactérie du sang circulant. Et puis surtout, la grande cause, c'est que le pic d'infection méningococcique, il y a 2 pics d'infection méningococcique au cours de la vie. Le premier est avant 2 ans, entre 6 mois et 2 ans, et le deuxième, c'est à la fin de l'adolescence, quand on quitte la maison pour aller à l'université. Parce que là, on va commencer à voyager dans le communautaire, et si on n'a pas rencontré le méningocoque avant, on a toutes les chances de le rencontrer à ce moment-là. Donc c'est ce qu'on appelle c'est pas un déficit immunitaire, mais c'est l'absence d'anticorps circulants, et notamment entre 6 mois et 2 ans. Et puis, alors, il y a des facteurs bactériens. Et puis, finalement, j'y reviendrai assez peu au cours de mon speech, mais je voudrais quand même... Les facteurs bactériens, il est clair que toutes les bactéries qui vont... tous les méningocoques qui vont donner une maladie sont capsulés. C'est ce que disait Philippe Sansonetti tout à l'heure. Il n'existe pas de bactérie... une bactérie que vous allez trouver dans le sang doit avoir cette coque polysaccharidique pour résister à l'opsonisation par les polynucléaires et pour résister au killing, à la mort par le complément. Et puis, bien entendu, il lui faut d'autres facteurs, j'y reviendrai dans un instant, qui lui permettent de se procurer le fer dans l'organisme, et un certain nombre de pilines, et un certain nombre d'adhésines dont on reparlera tout à l'heure. Mais, je veux dire, ce qui est intéressant de noter, c'est que parmi l'ensemble des méningocoques qui peuvent circuler au sein d'une population, tous
n'ont pas la même capacité à devenir invasifs. Et ça, c'est très clair, et on ne sait pas pourquoi. Ce qu'on sait, par contre, et ça, nous avons identifié il y a quelques années, qu'il y existait dans les souches un phage filamenteux qui augmentait la capacité de la bactérie à devenir invasive. En d'autres termes, les quelques souches qui ont ce phage filamenteux dans le nasopharynx sont plus souvent retrouvées dans le sang que les autres. Et on ne sait pas pourquoi. On pense que ce phage filamenteux est capable de jouer avec le génome de la bactérie, parce qu'on n'a pas véritablement trouvé de facteur de virulence permettant d'expliquer ceci. Mais il est très clair d'un point de vue épidémiologique, et ce sont des données qu'on a obtenues avec des collègues anglais sur des milliers de souches, que ces souches qui expriment ce phage filamenteux sont plus capables de devenir invasives que d'autres. Juste quelques chiffres. Donc l'infection méningococcique, donc il y a 5 à, mettons, 10 ou 15% de la population qui va porter du méningocoque dans la gorge. Et vous voyez que dans notre pays, on a globalement 1 à 1,5, et c'est plus près de 1 que de 1,5 pour 100 000 habitants. C'est-à-dire qu'il existe globalement entre 600 et 800 cas d'infection méningococcique par an en France. Donc vous voyez que l'accident de la nature n'est quand même pas si fréquent que ça. Donc il y a 2 pics, comme je vous l'ai dit, un avant 2 ans et un à la fin de l'adolescence, au début de l'âge adulte, qui correspond en général à l'arrivée sur le... lorsqu'on quitte la maison, quelque part, et il était classique dans le temps, à l'époque où il y avait le service militaire, de voir un grand gaillard qui quittait sa campagne, qui allait rejoindre son régiment pour faire son service militaire, et qui, 15 jours plus tard, tombait avec une méningite cérébrospinale, et l'ensemble de la caserne était dans ces cas-là consigné, et si on faisait des prélèvements, on avait 40 à 45% de la caserne qui portait du méningocoque dans la gorge. Donc le purpura fulminante, la septicémie fulminante, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, elle reste mortelle dans 30% des cas, mortelle, hein, dans 30% des cas, et il y en a un autre bon tiers qui ne survivra qu'avec des séquelles importantes. Et très globalement, la septicémie fulminante survient dans 30% des cas d'infection méningococcique. Et puis beaucoup plus souvent, dans 2 tiers des cas, eh bien, on va avoir une méningite, c'est la classique méningite cérébrospinale. Et cette méningite cérébrospinale, comme le disait Philippe, je veux dire, parmi toutes les méningites bactériennes, celle que je veux bien m'offrir, c'est la méningite cérébrospinale. Parce qu'en général, elle est très rarement mortelle. Et puis, si on la traite tôt, ce qui en général est le cas, parce que c'est un diagnostic extrêmement facile et extrêmement habituel, si on la traite tôt, je veux dire, on en guérit sans séquelles en quelques jours. Et du reste, en Afrique, dans les grandes épidémies africaines, une seule injection d'antibiotiques suffit à guérir. Si tous les malades qui ont cette méningite avaient une seule injection d'antibiotiques, le taux de mortalité diminuerait d'une façon extrêmement importante. Comme le disait Philippe, je veux dire, c'est endémo-épidémique très globalement dans tous les pays, mais je vous montrerai, et c'est effectivement épidémique en Afrique, notamment dans ce qu'on appelle la ceinture méningée. Il y a une bonne quinzaine de sérogroupes, selon la nature du sérogroupe capsulaire. Le sérogroupe B, 60% des cas, C, 40% des cas dans notre pays. Le sérogroupe B et le sérogroupe A est celui qui sévit en Afrique. On retrouve le sérogroupe A presque quasi exclusivement dans la ceinture méningée en Afrique. Il existe un vaccin, comme l'a rappelé Philippe, le polysaccharide C est à la base d'un vaccin, et je vais vous montrer tout de suite la raison pour laquelle il n'y a pas de vaccin contre le sérogroupe B. Et cette raison est montrée ici, c'est que le sérogroupe B, c'est de l'acide N-acétylneuraminique branché en alpha-2,8, et qu'en fait, nous avons le même sucre qui est branché sur des molécules d'adhésion dans notre système nerveux central. Donc si on injecte, alors on pourrait faire des anticorps anti-sérogroupe B, d'ailleurs il y a même des gens qui l'ont fait. Le seul problème, c'est que si on utilisait un vaccin à base de sérogroupe B, on se mettrait à vacciner des générations d'enfants. Enfants, il y aurait des filles. Ces filles, 20 ans plus tard, elles feraient des enfants. Elles auraient des anticorps contre le sérogroupe B qui passeraient donc au fœtus. Et on ne sait pas quelles pourraient être les conséquences d'anticorps contre le sérogroupe B dans le développement du système nerveux central du fœtus. Donc pour des raisons absolument évidentes, en rapport avec le principe de précaution, en quelque sorte, mais dans ce cas-là, ça me paraît véritablement justifié, on n'a pas voulu jouer aux apprentis sorciers, et il est absolument exclu qu'il y ait un vaccin contre le méningocoque, contre le sérogroupe B, à base de polysaccharides capsulaires dirigés contre le sérogroupe B.
Voilà, donc ça c'est la photo, c'est la ceinture méningée telle que vous l'a montré Philippe Sansonetti tout à l'heure. En fait, ça c'est tiré directement du livre de Lapessoni dans lequel il a décrit cette ceinture méningée. Donc ici c'est le général Lapessoni, qui est un général de l'armée française qui est très connu en Afrique, pas seulement dans la ceinture méningée, mais dans tous les pays où il y avait beaucoup de trypanosomas africaines, et c'est sans doute un des médecins les plus célèbres sur le continent africain. Voilà. Donc la question qu'on va se poser et qu'on va tenter de résoudre au moins partiellement, vous exposer comment on a abordé le problème, c'est comment est-ce que le méningocoque, une fois qu'il va se trouver dans le sang circulant, peut traverser la barrière hémato-encéphalique. Alors la première question, c'est, et ça, juste de vous concentrer là-dessus, Philippe nous en a déjà parlé tout à l'heure, c'est pourquoi il y a une barrière hémato-encéphalique. Il y a une barrière hémato-encéphalique parce que les vaisseaux cérébraux, comme l'a dit Philippe, expriment ce qu'on appelle des jonctions serrées, et ces jonctions serrées sont très spécifiques du système vasculaire cérébral. Et ils ont des jonctions serrées à cause de ce qu'on appelle l'unité neurovasculaire, c'est-à-dire que les capillaires au niveau du cerveau sont entourés d'une couronne de cellules qui sont des astrocytes, et ce sont ces astrocytes qui différencient les cellules endothéliales en cellules endothéliales cérébrales, en leur imposant deux choses très globalement, la formation des jonctions serrées qui va limiter le flux entre deux cellules, et deuxièmement, en leur imposant que tous des systèmes de récepteurs qui vont permettre simplement le transfert par transcytose de choses qui seront tout à fait sélectionnées par des récepteurs comme le sucre par exemple. Il existe une petite subtilité dans certains vaisseaux cérébraux qui sont les capillaires, mais plus du côté des vénules. Dans ces cas-là, on retrouve la même unité neurovasculaire, mais il y a un espace. Et dans cet espace, on trouve des péricytes, des cellules qui ressemblent à des macrophages, mais cet espace s'appelle l'espace de Virchow. Et cet espace, je pense, joue un rôle important dans le cas de franchissement de la barrière hémato-encéphalique, et je vous expliquerai pourquoi tout à l'heure. Et puis, juste, je voulais, parce que j'en aurai besoin au cours de mon topo, vous rappeler donc qu'entre deux cellules endothéliales, il y a toujours, quel que soit l'endroit de l'organisme, il y a toujours ce qu'on appelle les jonctions adhérentes. Les jonctions adhérentes, ça permet aux cellules de communiquer entre elles. C'est-à-dire que la cellule ici, elle sait ce qui se passe là grâce aux jonctions adhérentes via l'interaction entre deux molécules qu'on appelle les cadérines. Et puis, les jonctions serrées, elles sont responsables de la limitation du flux paracellulaire. Si vous voulez, les jonctions adhérentes, c'est j'ai fermé la porte, et les jonctions serrées, j'ai tourné la serrure. Les jonctions serrées, elles, on a quelques molécules dont Philippe nous a déjà parlé, telles que je ne les vois pas bien d'ici, mais telles que les claudines, telles que l'oclunine, par exemple. Et on reparlera de ces molécules. Et c'est l'existence de ces jonctions serrées qui, au niveau du système nerveux central, limite le flux paracellulaire. Alors, les plexus choroïdes, on en a déjà parlé, Philippe en a déjà parlé, ils sont situés à l'intérieur du ventricule. C'est donc dans le cerveau, à l'intérieur du ventricule, et eux aussi ont des jonctions serrées. Mais à ce niveau, la barrière hémato-encéphalique au niveau des plexus choroïdes n'est pas faite de cellules endothéliales, mais est faite de cellules épithéliales. C'est une chose assez importante, une différence assez importante, parce que l'endothélium au niveau des plexus choroïdes est un endothélium fenêtré qui lui permet le flux, exactement le même type d'endothélium que celui qu'on a dans le reste de l'organisme. Il y a deux choses qui permettent à Neisseria meningitidis de franchir. Il y a deux spécificités du méningocoque qui fait qu'il est capable de franchir la barrière hémato-encéphalique. La première est ici, et tu as raison, ça fait partie des rats que j'ai tués quand j'étais encore dans ton laboratoire il y a une vingtaine d'années. Et en fait, en faisant parmi les premières expériences que j'ai faites, ce dont je me suis rendu compte, ici, alors, le méningocoque est spécifique de l'homme. Il n'y a donc pas de bons modèles animaux. Et notamment, l'ensemble des modèles animaux ne permet pas d'étudier l'interaction entre la bactérie et les cellules, parce que le méningocoque n'interagit qu'avec les cellules d'origine humaine. Donc, le rat nouveau-né n'a qu'un seul intérêt, c'est de permettre d'étudier la multiplication de la bactérie dans le secteur extracellulaire, c'est-à-dire comment il se multiplie, en quelque sorte, dans un organisme. Eh bien, et ici, j'ai comparé chez le rat nouveau-né, qui est un animal qui permet la multiplication du méningocoque, deux bactéries qui sont deux bactéries à multiplication extracellulaire. L'une qui franchit la barrière hémato-encéphalique, le méningocoque, c'est les points orange, et une autre qui ne franchit pas la barrière hémato-encéphalique, mais qui donne en général des septicémies qui peuvent être graves, et c'est Klebsiella pneumoniae, c'est les points en bleu. Eh bien, la différence entre les deux, c'est que si on injecte 1 million de bactéries au rat nouveau-né,
qu'il s'agisse du méningocoque ou de Klebsiella, si vous injectez 1 million de Klebsiella, tous les rats nouveau-nés vont mourir. Si vous injectez 1 million de méningocoques aux rats nouveau-nés, la moitié des rats nouveau-nés vont mourir. Mais la grande différence, c'est que la bactériémie est extrêmement élevée et tous les rats nouveau-nés vont avoir des bactéries dans le liquide céphalo-arachinien. Donc chez tous les rats nouveau-nés, la bactérie va traverser la barrière hémato-encéphalique, mais surtout, chez tous les rats nouveau-nés, bien qu'ils guérissent, la bactériémie va atteindre en moyenne 2 logs de plus, c'est-à-dire va être 100 fois plus élevée après injection de méningocoque qu'après injection de Klebsiella. Donc en fait, le méningocoque est parfaitement adapté à la croissance à l'intérieur des tissus, dans le liquide extracellulaire, et c'est quelque chose qui lui est spécifique. Et la capacité de se multiplier dans les milieux extracellulaires est quelque chose qui a été très tôt corrélé avec la capacité d'une bactérie à franchir la barrière hémato-encéphalique. Il y a un médecin infectiologue américain par le nom de Arne Smith qui, il y a déjà 35 ou 40 ans, avait utilisé des chimpanzés et Haemophilus influenzae et avait très clairement montré que le niveau de la bactériémie et la capacité de la bactérie à franchir la barrière hémato-encéphalique dépendait du niveau de la bactériémie, c'est-à-dire de la quantité de bactéries qu'il y avait dans le sang. Et plus la bactériémie était prolongée ou plus la bactériémie était élevée, plus la capacité de la bactérie à franchir la barrière hémato-encéphalique était importante. Donc, et le méningocoque n'échappe pas à cette règle. Alors, la bonne question, c'est pourquoi le méningocoque est capable de donner des bactériémies aussi élevées. La réponse est je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est que le méningocoque, comme la plupart des bactéries à multiplication extracellulaire, a l'ensemble des attributs qui lui permettent de résister à la phagocytose par les polynucléaires, qui lui permettent de se multiplier dans les milieux extracellulaires où notamment on sait qu'ils sont carencés en fer, à l'ensemble des attributs qui lui permettent de résister à la lyse par le complément, que sont la capsule, le lipopolysaccharide, les systèmes de captation du fer, et il en a une bonne quantité. Mais cette capacité à se multiplier dans les milieux extracellulaires est extrêmement importante pour que la bactérie puisse franchir la barrière hémato-encéphalique. La deuxième spécificité sur laquelle on va essentiellement se concentrer, c'est la capacité de la bactérie à interagir avec les cellules endothéliales. Et en fait, personnellement, je ne connais pas d'autres bactéries qui ont cette capacité à interagir avec la cellule endothéliale. Ici, comme il n'y a pas de bons modèles animaux, eh bien, on est obligé d'utiliser ce qu'on peut avoir. Et dans le cas présent, c'est un enfant qui maintenant, c'était dans les années 96-97, malheureusement est arrivé à l'hôpital, avait été amené par sa maman un matin, il était décédé, c'était un enfant de 6 mois, était décédé. À l'autopsie, il s'est avéré que c'était une infection méningococcique fulminante. La maman l'a mis le soir au lit et malheureusement, elle n'a pas vu qu'il était malade et le matin, l'enfant était décédé. Mais on a pu quand même, malheureusement, ce cas qui est quand même relativement tragique, nous a permis de comprendre beaucoup de choses, et on voit mieux ici que là, mais ce que vous devriez voir, c'est qu'ici, vous avez un vaisseau du parenchyme cérébral sur lequel tous les petits points que vous voyez sont des colonies de méningocoques qui adhèrent aux cellules endothéliales. Et la chose importante que je voudrais vous montrer, c'est qu'en fait, ici, on est dans le cœur de cet enfant, ici, on est dans le rein. Mais j'aurais pu vous montrer les mêmes photos avec le foie, la rate, la peau, avec le tube digestif. Eh bien, vous voyez qu'ici, on a un capillaire cardiaque dans lequel on voit très clairement une colonie de méningocoques qui adhère aux cellules endothéliales. Ici, je crois que c'est un globérule, et dans lequel on voit très clairement, au niveau du rein, des méningocoques qui adhèrent aux cellules endothéliales. Donc, en fait, l'infection méningococcique semble être une maladie de la cellule endothéliale. Cette maladie de la cellule endothéliale, au niveau du parenchyme cérébral, est responsable du franchissement de la barrière hémato-encéphalique, et au niveau périphérique, en fonction du degré de la bactériémie, c'est responsable des lésions purpuriques, des petites taches dont on entend parfois parler à la télé, des petites taches qui signent l'infection méningococcique, et puis lorsque la bactériémie est extrêmement importante, ces petites taches prennent une proportion importante et sont responsables de ce qu'on appelle le purpura fulminans avec ces thromboses extrêmement importantes. Donc la maladie méningococcique, et ce qui caractérise la maladie méningococcique, c'est une maladie de la cellule endothéliale. Alors, au niveau du système nerveux central, ici, c'est toujours le cerveau de cet enfant. On a bien entendu regarder, pour revenir sur la discussion sur laquelle Philippe parlait tout à l'heure, est-ce qu'il y a franchissement de la barrière hémato-encéphalique au niveau du plexus choroïde ou au niveau du parenchyme cérébral? Je pense que personne n'est capable de répondre à la question. Le seul argument, on trouve des bactéries
en abondance dans les vaisseaux. Chez cet enfant, par exemple, il y avait des bactéries en abondance dans les vaisseaux du plexus choroïde. On n'en voyait pas dans les cellules épithéliales, mais ça ne veut pas dire que de temps en temps, les coupes qu'on a regardées, on aurait pu les manquer. Mais il y a un argument contre le franchissement au niveau des plexus choroïdes, à mon sens, et le fait qu'il n'y a jamais de ventriculite. C'est-à-dire que si on imagine que la bactérie franchit la barrière hémato-encéphalique au niveau des plexus choroïdes qui sont dans les ventricules cérébraux, on s'imagine qu'on devrait quand même avoir une inflammation à ce niveau-là. Or, en dehors, les ventriculites bactériennes sont extrêmement rares, et quand on en observe, c'est en général parce qu'un neurochirurgien a fait une biopsie et a mis le staphylocoque dans le ventricule. Mais dans le cas de la méningite cérébrospinale, on n'observe pas de ventriculite. Donc, en raison de cette observation, qui est une observation courante, je veux dire, on tend à privilégier le franchissement soit au niveau du parenchyme, soit au niveau directement des méninges. Alors, ce que vous voyez ici, c'est une coupe de cerveau de cet enfant sur lequel on a marqué le méningocoque, et chaque petit point marron correspond à une colonie de méningocoque. Et ça, c'est un compte qui avait été fait par Guillaume Duménil. Ce que vous pouvez voir, c'est que si vous comptez 117 colonies, vous en avez beaucoup plus au niveau du parenchyme profond que dans le parenchyme superficiel. Donc c'était un petit peu paradoxal, dans la mesure où la bactérie, ce qu'elle donne, c'est une inflammation des méninges, et on n'a absolument jamais d'inflammation du parenchyme, on n'a jamais d'abcès du cerveau. Et si on a regardé de près les vaisseaux, ce qu'on se rendait compte, c'est que de temps en temps, ce qui est censé vous montrer cette photo ici, c'est que dans l'espace de Virchow, au niveau des capillaires post-vénules, eh bien, où il y a cet espace virtuel qu'on appelle l'espace de Virchow, eh bien, de temps en temps, on trouvait des bactéries. Et ce qu'on a voulu, l'hypothèse, mais qu'on ne peut pas absolument démontrer, et cet espace de Virchow qui est symbolisé ici, il est en continuité directe avec l'espace sous-arachnoïdien, c'est-à-dire avec les méninges. Donc l'hypothèse qu'on a tendance à privilégier, c'est que la bactérie franchirait au niveau des capillaires vénulaires, du côté vénule des capillaires, où l'espace de Virchow existe réellement alors qu'il n'existe pas du côté artériel, et où elle franchirait à ce niveau-là, ce d'autant qu'à ce niveau-là, l'éloignement des cellules endothéliales des astrocytes fait qu'il y a moins de jonctions serrées, ou du moins que les jonctions serrées sont moins serrées à ce niveau-là qu'elles le sont au niveau artériel. Donc, et c'est une hypothèse qu'on a tendance à privilégier et qu'on aimerait bien un jour démontrer si on avait le modèle animal adéquat. Voilà. Pour le siège du franchissement de la barrière hémato-encéphalique. Maintenant, la deuxième chose, c'est comment étudier ce franchissement. On est à un moment ou à un autre, on est obligé de quitter ce genre d'observations qui sont des observations exceptionnelles pour retourner au laboratoire et avoir des modèles in vitro. Eh bien, comme l'a dit Philippe, ça faisait des années qu'on travaillait avec Pierre-Olivier Coureau à l'Institut Cochin, et lorsqu'il a mis au point sa lignée, Philippe vous a déjà montré cette image, je crois, lorsqu'il a mis au point sa lignée de cellules endothéliales cérébrales humaines qui formaient des jonctions serrées, donc c'était la première fois qu'on avait véritablement un outil qui nous permettait de faire des manips reproductibles avec toujours le même outil, eh bien, pour ainsi dire, on s'est précipité sur cette lignée, et vous voyez ici une culture primaire, c'est-à-dire une culture de cellules endothéliales cérébrales qui ne sont pas en lignée, et ici une culture de la lignée cellulaire que Pierre-Olivier a mise au point. Elle se ressemble énormément, et surtout, sa lignée exprime les molécules de jonction et fait même, ce que montre cette microscopie électronique, fait même des jonctions serrées. Donc on s'est mis à utiliser cette lignée pour essayer de voir quelle était l'interaction du méningocoque avec ces cellules endothéliales cérébrales, de façon à comprendre, à essayer de trouver le mécanisme par lequel le méningocoque franchissait cette barrière hémato-encéphalique. Donc c'était juste pour vous remontrer l'adhésion. Alors, on ne peut pas, en utilisant des cellules endothéliales cérébrales, on a regardé les rapports entre le méningocoque et les cellules endothéliales. Et ici, vous avez une lignée de cellules endothéliales avec du méningocoque, et ça, c'est du méningocoque. Et vous voyez que le méningocoque se développe au pôle apical des cellules endothéliales, et il s'y multiplie très bien. Et lorsque vous avez une adhésion initiale de quelques méningocoques, eh bien, ces méningocoques se divisent et sont parfaitement heureux à la surface cellulaire. En fait, le temps de doublement du méningocoque sur les cellules endothéliales est supérieur au temps de doublement dans un milieu liquide ou même en boîte de culture. Là, c'est 20 minutes, alors que c'est plutôt 25-30 minutes autrement.
Donc le méningocoque est une bactérie qui est habituée à pousser, qui a été sélectionnée, d'ailleurs ça a du sens, pour pousser sur des surfaces cellulaires et pour pousser sur un milieu solide. La question est, qu'est-ce qui va permettre au méningocoque de faire ça? Il y a un attribut bactérien qui lui permet de faire ça, et cet attribut bactérien, ce sont ces pili. Les fameux pili dont on parle depuis de très nombreuses années, je ne sais pas si vous les voyez bien, je les vois bien sur mon écran. Donc les pili, vous avez un corps bactérien ici, et en fluorescence, vous voyez, il y a des choses vertes qui partent, et bien ça, ce sont les pili bactériens. Ces pili bactériens ici, ce sont des espèces de choses, ce sont, si vous voulez, il faut voir les pili comme l'organe d'essence de la bactérie. Ce n'est pas un truc figé, c'est un truc qui lui permet de toucher, c'est l'antenne du homard, si vous voulez. Hein. Ça lui permet de se déplacer. Et normalement, ce que vous avez dû voir, ce que je vois toujours ici, mais ce qu'on voit, voilà, c'est que ces pili se rétractent, ces pili se forment, ces pili se rétractent. C'est véritablement quelque chose d'extrêmement dynamique. Et en microscopie électronique, vous avez ici, ce sont de longs filaments qui ont tendance à former des fagots. Et ces gros fagots permettent aux bactéries de se connecter entre elles. Donc quand la bactérie pousse grâce à ces fagots, eh bien, la colonie bactérienne, grâce à ces fagots, lorsqu'elle se développe à la surface des cellules, les bactéries restent connectées et les bactéries, ça leur évite de partir dans le flux sanguin. Alors ces pili, je ne vais pas vous ennuyer, ces pili c'est un organe essentiel pour la bactérie, c'est ce qui est montré ici. Donc ici, vous avez la paroi bactérienne avec la membrane cytoplasmique, la membrane externe, comme c'est un gram négatif. Et en fait, ces pili, la structure de ces pili a été résolue par John Tainer à Scripps, et ça a été, qui est un grand cristallographe et un grand structuraliste de protéines. Et il m'a toujours dit que c'était la protéine qui lui avait été posé le plus de problèmes, parce que pour aboutir à cette structure, il lui a fallu 10 ans quand même. 10 ans de travail pour déterminer la structure des pili des Neisseria, ça a quand même été un effort important. Et en fait, à l'intérieur de ces pili, il y a une molécule essentielle qui est en jaune ici, qui est la piline. Et cette piline fait une espèce d'hélice, et de temps en temps, il y a des composants un peu plus accessoires qu'on appelle les pilines mineures, qui sont marqués en rouge. Et donc, vous voyez le composant principal ici, avec les pilines accessoires. Vous avez 3 pilines accessoires, peu importe. Je vous en reparlerai d'une tout à l'heure qui est pilevée parce qu'elle a un intérêt. Et le rôle de ces pili est double. Ils ont un premier rôle qui est de permettre physiquement l'interaction de la bactérie avec les cellules endothéliales. Sans les pili, il n'y a pas d'adhésion possible. Donc, quelque part sur le pilus que je vous ai montré tout à l'heure, il y a quelque chose qui permet de reconnaître un récepteur sur la cellule endothéliale. C'est la première chose. Et ils ont un deuxième rôle qui est tout aussi important que le premier. Ce deuxième rôle est qu'ils envoient des signaux à la cellule endothéliale. D'accord ? Et ils envoient des signaux via un récepteur dont on reparlera tout à l'heure, mais qui reste différent du récepteur d'adhésion. Et ces signaux vont permettre d'aboutir à la formation de ces phylopodes que vous voyez à la surface des cellules endothéliales. Ici, vous avez une colonie de méningocoques qui se développe à la surface des cellules endothéliales, et vous voyez, il y a des tas de petits phylopodes qui sont tout autour. De temps en temps, ces phylopodes, ce que vous voyez là, entourent complètement la bactérie. Et on a l'impression qu'elle est capable d'être même internalisée parfois par ces phylopodes. Donc ces signaux envoient des signaux très complexes et qui aboutissent au recrutement, au siège de ces signaux, de tout un tas de molécules cellulaires qui vont se concentrer à ce niveau-là et qui vont jouer un rôle très important. Donc ces signaux, on les voit ici. Ici, vous avez une colonie, ça c'est une coupe en microscopie, et c'est de la microscopie confocale. Donc vous avez deux colonies bactériennes qui se développent sur les cellules que vous ne voyez pas. Mais ce que vous voyez en dessous, c'est le recrutement de tout un tas de molécules que l'on marque spécifiquement avec des anticorps spécifiques, tout un tas de molécules qui vont colocaliser avec les bactéries et qui sont recrutées. Donc la cellule est loin de rester totalement, non pas inconsciente, mais totalement, elle subit l'effet de la bactérie qui se développe. Et juste pour vous montrer que ça a quand même une relevance, ici on est toujours dans le cerveau de cet enfant dont je vous ai parlé tout à l'heure. Ici c'est les cellules endothéliales du cerveau, et vous voyez un méningocoque qui est en train d'interagir avec les cellules endothéliales, un autre qui rentre, et vous voyez tout autour tout un tas de faisceaux que je crois on agrandit un petit peu.
Voilà, pour vous montrer que l'image que je vous montrais tout à l'heure in vitro, avec des projections et des phylopodes qui entouraient la bactérie, eh bien in vivo, on trouve à peu près le même genre d'image. Donc il y a bien une relevance, du moins, entre ce qu'on observe au laboratoire et ce qui se passe réellement dans le cerveau du patient. Alors, juste là, la question est pourquoi est-ce que la bactérie signale aux cellules ? Quel est l'intérêt de la bactérie d'envoyer des signaux cellulaires à la cellule endothéliale ? Bien sûr, dans un deuxième temps, on parlera de comment ces signaux permettent d'ouvrir la barrière hémato-encéphalique. Mais il y a un autre rôle à ces signaux. Et là, je suis obligé juste de vous introduire une des petits. Je vous ai dit que dans les pilus, il y avait le composant principal qui était la piline, qui est marqué en rouge, et il y avait des composants un peu mineurs. Et il y en a un qui est intéressant, c'est PILV. Parce que si on supprime PILV, il n'y a plus de signaux. Si on fait un mutant, une bactérie qui n'a plus PILV, cette bactérie n'a plus de signaux. Et ce qui se passe quand il n'y a plus, et ici vous avez, et ce qui se passe quand il n'y a plus de signaux a été mis en évidence par Guillaume Duménil quand il était encore dans mon laboratoire. Et ce que vous voyez, c'est qu'ici vous avez une souche sauvage, vous avez une colonie de méningocoques qui est en train d'adhérer à des cellules endothéliales. Mais on a fait passer un flux. C'est-à-dire qu'on met une force, comme si la bactérie était dans le sang circulant. Vous voyez, eh bien, la bactérie résiste à ce flux. Le flux ne permet pas à la colonie de se détacher. Si maintenant vous enlevez les signaux, eh bien, vous voyez que la colonie se détache par le flux. Donc le signaling, quelque part, le fait d'envoyer des signaux, que la bactérie envoie des signaux à la cellule endothéliale, permet à la cellule endothéliale de retenir la bactérie à son contact. Et on pense qu'elle le retient grâce à ces phylopodes. Vous voyez, le signaling fait ces phylopodes qui entourent la bactérie que je vous ai montré tout à l'heure. Ça permet d'enchasser la bactérie au sein de phylopodes qui l'empêchent d'être lavée par le flux sanguin et lui permettent d'adhérer à la cellule endothéliale. Et on peut imaginer que si la même chose se passe dans le nasopharynx, on comprend, la même chose se passe dans le nasopharynx, ça va empêcher la bactérie, quand elle est dans le nasopharynx, d'être lavée vers l'extérieur lorsqu'on va tousser ou simplement par le flux salivaire, etc. Va lui permettre de s'accrocher à la muqueuse. Eh bien, cet accrochage à la muqueuse lui permet de résister au flux sanguin. Donc, à ce stade-là, ce qu'on a dit, c'est que les pili sont responsables de l'interaction, l'antenne du homard, si vous voulez, sont responsables de l'interaction du méningocoque avec la cellule endothéliale et permettent d'envoyer à la cellule endothéliale des signaux. La question maintenant, c'est en quoi ces pili peuvent-ils être responsables de franchissement de la barrière hémato-encéphalique ? Eh bien, lorsqu'on a eu cette lignée de cellules endothéliales cérébrales de Pierre-Olivier Coureau, eh bien, ce qu'on a pu, de façon simultanée, est arrivé un postdoc très futé dans le laboratoire, et ce postdoc a repris cette lignée de cellules endothéliales, et ce qu'il a constaté et marqué est quasiment résumé ici. Je vous rappelle qu'entre deux cellules endothéliales, vous avez les jonctions adhérentes, c'est je ferme la porte, qui sont symbolisées par les cadérines, et les jonctions serrées, qui sont essentiellement symbolisées par les claudines, et qui, eux, bloquent le flux entre deux cellules. Donc ici, vous devez avoir, je ne sais pas si vous la voyez, vous devez avoir une colonie de méningocoques sur cette lignée de cellules endothéliales, et ce que vous devriez voir ici, c'est qu'au siège de cette colonie, vous avez un recrutement d'EVE cadérines, c'est-à-dire un recrutement des molécules de jonction. Mais non seulement des molécules de jonction, mais vous avez un recrutement des molécules de jonction adhérentes, mais aussi de jonction serrée. C'est-à-dire, tout d'un coup, le méningocoque, il envoie des signaux à la cellule, et il va se mettre à recruter les molécules de jonction au niveau du siège de l'interaction entre la bactérie et la cellule. Et la question qui se posait, c'était de savoir comment. Parce que normalement, les molécules de jonction, c'est ce qui est marqué ici, les molécules de jonction sont responsables, lorsqu'elles se partitionnent, sont responsables d'un phénomène extrêmement important en biologie cellulaire qui est la polarité. Une cellule, elle a un haut, elle a un bas, elle a un pôle apical, elle a un pôle basolatéral. Et ce qui sépare le pôle apical, qui a une fonction donnée, du pôle basolatéral, qui a une autre fonction, ce sont les jonctions intercellulaires. Donc, le fait de former les jonctions intercellulaires délimite en quelque sorte ces deux parties d'une cellule. Et ces deux parties de la cellule, lorsque deux cellules rentrent en contact l'une avec l'autre, eh bien, elles vont recruter un complexe qui s'appelle le complexe de polarité, qui justement va avoir pour fonction de former les jonctions intercellulaires en séparant ces deux zones, le pôle apical du pôle basolatéral.
Donc le fait de voir arriver au siège de l'interaction méningocoque, cellule endothéliale, des jonctions intercellulaires était tout à fait intrigante et posait le problème de la relation entre le méningocoque et la polarité cellulaire, qui est un processus de base, si j'ose dire, en biologie cellulaire. Eh bien, ça n'a pas loupé, il suffisait de chercher et on a trouvé que, là encore, vous avez une interaction entre le méningocoque et une cellule endothéliale, et à ce niveau-là, il y a un recrutement du complexe de polarité. C'est-à-dire que le méningocoque recrute les protéines de jonction après avoir recruté le complexe de polarité, alors que normalement, il n'y a aucune raison que le complexe de polarité se trouve à ce niveau-là. Donc, et là c'était juste pour vous montrer, c'est une image en confocale, en microscopie confocale, qui avait juste pour but de vous montrer que malheureusement ça passe vraiment pas bien, je ne sais pas si vous voyez, mais ici vous avez une cellule infectée par du méningocoque, et on voit le recrutement, tous les petits points que vous voyez, ce sont des molécules de jonction qui sont recrutées à ce siège-là. Et le but était simplement de vous montrer, ici c'est la même cellule qui est vue en 3 dimensions, si j'ose dire, avait simplement pour but de vous montrer que les molécules que vous voyez au niveau de l'interaction bactérie-cellule viennent directement des jonctions intercellulaires. Donc la bactérie prend les molécules au niveau des jonctions et les amène au siège de l'interaction entre la bactérie et la cellule. Je suis désolé, c'est passe mal. Donc tout se passe pour le méningocoque. Et pour la cellule, tout se passe comme si la colonie bactérienne qui se développe à la surface de la cellule était perçue par la cellule comme une autre cellule. C'est-à-dire que la cellule fait une erreur absolument monstrueuse, elle prend la colonie bactérienne qui se développe à sa surface pour une autre cellule et veut faire quoi? Ce qu'elle fait naturellement avec l'autre cellule, des jonctions. Donc en voulant faire des jonctions avec une colonie bactérienne, qu'est-ce qu'elle fait? Eh bien, elle amène l'ensemble du matériel nécessaire pour faire les jonctions, et notamment les protéines de jonction intercellulaire. Donc, c'est ce qui est marqué simplement ici. Et en amenant les protéines de jonction intercellulaire, eh bien, qu'est-ce qu'elle fait? Elle déplète les jonctions de là où elles devraient se trouver, et il y a des trous, c'est ce qui est marqué ici. Ici, vous avez une monocouche de cellules endothéliales qui sont infectées par une colonie. La colonie est marquée en rouge, le rouge délimite la colonie, et vous voyez que sous la colonie, à certains endroits, vous avez des ronds jaunes. Les ronds jaunes, ce sont des trous entre 2 cellules. Voilà. Et ces trous, eh bien, par ces trous, il y a donc une ouverture de la barrière hémato-encéphalique, c'est ce qui est montré en d'autres termes ici, et si on essaie de regarder si le méningocoque peut franchir cette monocouche peut franchir cette monocouche de cellules endothéliales, le méningocoque franchit cette monocouche de cellules endothéliales, et si on inhibe la formation des trous en inhibant le signaling de la bactérie vers la cellule, on diminue le franchissement du méningocoque. Donc la subversion du méningocoque est très simple. Le méningocoque se développe comme une colonie, la bactérie en dessous perçoit cette colonie comme une autre cellule, ramène le matériel de jonction intercellulaire mais qui ne pourra pas faire, et en ramenant le matériel de jonction intercellulaire, ouvre la voie paracellulaire, ce qui permet au méningocoque de franchir l'espace entre 2 cellules. Alors, la dernière chose que je voulais vous dire, ce qui nous manque ici, c'est un gros point d'interrogation, c'est pour que la bactérie envoie des signaux aux cellules, il faut qu'elle parle à un récepteur. Et quel peut être le récepteur avec lequel le méningocoque va interagir? Les pili du méningocoque vont interagir pour ouvrir l'espace intercellulaire. Eh bien, pour différentes raisons, on pensait que ça devait appartenir à une catégorie de récepteurs qui étaient les G-protein coupled receptors, qu'on appelle les GPCR, qui semblaient être d'excellents candidats. Donc, si vous voulez, c'est un travail bibliographique qui nous permet d'arriver à ça. Et en regardant la liste des GPCR qu'il y avait sur les cellules endothéliales qu'on avait, il y en avait 1, 2, 3, 4, 5, 6 possibles récepteurs de ce type-là. Ces récepteurs ont une particularité, c'est que si on leur met leur agoniste, eh bien, le récepteur va être internalisé. Ce qui veut dire que si vous voulez dépléter la cellule dans ce récepteur-là, vous n'avez qu'à mettre l'agoniste, le récepteur va être internalisé et il n'y aura plus de récepteur à la surface. Donc si le méningocoque utilise un de ces récepteurs, vous prenez ces 6 récepteurs, vous mettez les 6 agonistes et vous regardez avec lequel des agonistes vous allez inhiber
le signaling du méningocoque à la cellule endothéliale. Eh bien, c'est ce qu'a fait toujours ce postdoc astucieux, et il a pris les 6, il a mis les 6, et il y en a un qui a été largement inhibé, c'était l'isoprotérénol. Eh bien, cet agoniste, l'isoprotérénol, est un agonisme du récepteur bêta-2 adrénergique, qui est le même, si vous prenez des bêta-bloquants, qui est le même qu'on inhibe en vous donnant des bêta-bloquants. D'accord ? Donc, c'est un récepteur important et qui était connu de très longue date, mais pas pour avoir cette fonction. Alors, bien sûr, on a fait ce qu'il fallait pour démontrer, en utilisant des artifices classiques en biologie cellulaire, que ce récepteur était bien celui. Donc là, ce qu'on a pris, c'est une lignée qui n'a pas le récepteur bêta-2 adrénergique, et lorsqu'on lui rentre le récepteur bêta-2 adrénergique, eh bien, le méningocoque devient capable de signaler aux cellules. Donc, cette expérience, puis beaucoup d'autres, nous ont permis de démontrer que ce récepteur bêta-2 adrénergique était bien en cause, était bien le récepteur qui permettait à la bactérie d'interagir. Et surtout, ce qui était vraiment une belle expérience, ça a été si on inhibe le récepteur bêta-2 adrénergique, ce qu'on a fait ici. Ici, vous avez une monocouche de cellules endothéliales, d'accord, qui est sur des filtres, donc il y a un haut, il y a un bas. Et puis, en haut, on a mis du méningocoque. En bas, on a mis du méningocoque, mais avant, on a mis l'isoprotérénol, on a mis l'agoniste, ce qui fait qu'on a diminué la quantité de récepteurs. Et lorsqu'on diminue la quantité de récepteurs, vous voyez en haut, il y a les trous entre les cellules endothéliales du fait de la disjonction des jonctions intercellulaires, et en bas, il n'y en a pas. Et puis, si vous regardez, eh bien, la quantité de bactéries capables de franchir la monocouche a très largement diminué. Donc, la stimulation du récepteur bêta-2 adrénergique est bien capable d'ouvrir la barrière hémato-encéphalique. Voilà. Donc tout ce que je viens de vous dire finalement se résume à cette diapositive. Le méningocoque, via les pili, ces pili qui sont cet organe d'essence, l'organe d'essence va exactement faire ce qu'il doit faire, va senser via le récepteur bêta-2 adrénergique, qui va induire un signaling qui va empêcher la bactérie d'être lavée par le flux sanguin, mais qui en plus va complètement détourner la polarité cellulaire à son profit en ramenant les jonctions intercellulaires et en lui permettant de franchir l'espace intercellulaire et donc d'envahir la barrière hémato-encéphalique. Voilà comment on a la façon dont nous voyons le franchissement de la barrière hémato-encéphalique par Neisseria meningitidis actuellement. Alors, bien sûr, quelques conclusions. Donc, Neisseria meningitidis franchit la BHE grâce à ces pili qui permettent adhésion et signaling par deux récepteurs différents. On a trouvé le récepteur pour le signaling, mais pas pour l'adhésion. Le passage de la BHE est dû à l'ouverture des jonctions intercellulaires suite à un recrutement au siège de l'interaction bactérie-cellule des protéines de jonction, et le récepteur membranaire induisant la signalisation cellulaire et le récepteur bêta-2 adrénergique. Alors, quelles applications est-ce que ça peut avoir, tout ça? Alors, d'une part, je veux dire, il existe... il y a du moins dans ce qu'on appelle le pipeline de l'industrie pharmaceutique des possibles candidats vaccinaux. Donc on peut toujours se dire qu'en utilisant les épitopes qui vont permettre d'interagir avec la barrière hémato-encéphalique au sein des pili, qui sont eux conservés entre toutes les souches, peut-être qu'ils pourraient avoir un intérêt vaccinal, notamment pour vacciner contre le méningocoque de sérogroupe B. Et puis il y a une application qui nous intéresse, nous, beaucoup, c'est que le franchissement de la barrière hémato-encéphalique est un vrai challenge dans le monde de l'industrie pharmaceutique, parce que vous n'êtes pas sans ignorer que la quantité de maladies d'Alzheimer augmente, de sclérose en plaques, de Parkinson. Et pour certaines de ces maladies, on a même éventuellement des traitements. Et l'étape limitante, c'est de faire franchir la barrière hémato-encéphalique, qui est particulièrement bien protégée. Donc, on se pose la question, est-ce qu'on peut utiliser un des moyens que le méningocoque utilise pour franchir la barrière hémato-encéphalique, éventuellement, bon, alors ça c'est peut-être pour les 15 ou 20 ans qui viennent, aider quelques médicaments à franchir la barrière hémato-encéphalique. Voilà. La dernière diapositive est la plus importante. Je voudrais remercier les gens qui ont fait le travail, parce que je vous ai montré beaucoup de données expérimentales. Donc Guillaume Duménil avait commencé une partie du travail, notamment sur tout le flux quand il était encore dans mon laboratoire. L'essentiel de ce que je vous ai montré a été fait par Mathieu Coureuil. Et puis, je tiens à remercier tous mes collaborateurs de l'Institut Cochin, Sandrine Bourdoulou, Pierre-Olivier Courreau et Stefano Marullo, avec qui on a mis en évidence le rôle du récepteur bêta-2 adrénergique, parce que ça fait maintenant, avec Pierre-Olivier, une quinzaine d'années que nous travaillons ensemble, et que ça a été un plaisir et que ça a donné lieu à de beaux résultats. Je vous remercie.